quand Macron dit que le système fonctionne avec du ruissellement, enfin c'est comme les verres de champagne, vous savez, vous mettez une pyramide de verres, vous mettez le champagne en haut, vous croyez que ça tombe dans les verres, non, ça coule. Et la deuxième chose, c'est que ça ruisselle pas, il pompe. Leur système, c'est les Shadocks. C'est pas de ruisseler, c'est de pomper, 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 pomper. Ils veulent pas que ça descende, ils veulent que ça remonte. Donc une fois qu'on... Mais ça, c'est des choses que vous le comprenez, dans votre lutte, vous le comprenez. Mais ça, c'est ce qu'on doit faire comprendre à des millions de gens, et faire comprendre, entre autres, à cette partie du salariat, qui est la partie supérieure. Hein. Moi, je vous dis, vous n'êtes pas obligé de prendre mon vocabulaire, évidemment. Pour moi, il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a qu'un salariat. Un bas du salariat, un milieu du salariat et un haut du salariat. Tout le monde est exploité, quel que soit son niveau, mais pas de la même façon. On ne vit pas de la même façon à 900 € et à 3200 €, sinon ça se saurait. Mais tout le monde est exploité, quel que soit ce niveau. Et eux, leur but, c'est d'augmenter la marge, c'est d'exploiter davantage. Et en disant, on va vous leur donner, ils ne leur donnent jamais. Et si vous permettez, s'il n'y a pas de questions, je vais passer à l'impôt, parce que je suis long, mais je ne veux pas vous faire passer la nuit. J'ai une question qui va interrompre votre raisonnement. Je voudrais reprendre ce que disait le monsieur. Vous avez dit tout le bien qu'il fallait penser des fonctionnaires et leur utilité au pays, mais est-ce que, techniquement parlant, on peut calculer ce que rapporte un professeur, un infirmier? Ah oui. Oh, mais il y a quantité d'études qui ont été faites sur ce que l'ensemble des services publics apportaient au fonctionnement des entreprises, au fonctionnement du pays. C'est difficile qualitativement de dire combien ça rapporte la formation d'un enfant. Enfin bon, c'est énorme. Combien ça rapporte le soin d'une personne à l'hôpital au lieu de la laisser mourir? Techniquement parlant, on sait. Je vais parler de la partie de la. Ça me fait. Voilà, je vais le faire comme ça. La partie du budget de l'État. Bon, 413 milliards cette année. Bon, c'est la partie qui est la plus en déficit. Pourquoi? Pas parce qu'il y a trop de fonctionnaires. Ça se saurait, hein. En ce moment, dans les hôpitaux et tout, pas partout. Hein. Puis c'est pas parce que on va dire ouais mais dans ce truc-là ils travaillent pas, ils font 32 heures. Ouais, il y a sûrement, mais c'est pas ça le fond du problème pour 5,5 millions de personnes. C'est pas ça. Et même souvent notre fonction publique, elle est considérée par rapport aux autres pays comme une des plus avancées. Quant à l'hôpital, on dépense 11% du produit intérieur brut pour notre santé. Aux États-Unis, ils dépensent 17%, et ça ne va qu'à la peau des fesses des stars et non pas aux gens qui en ont besoin. Non, notre fonction publique est plutôt importante, et en plus les salaires de la fonction publique sont plus bas que dans le privé, contrairement souvent à ce qu'on croit. Hein. Parce que dans la fonction publique, vous avez la moitié de cadres. Donc si vous faites une moyenne, c'est plus élevé, mais si vous regardez catégorie par catégorie, c'est plus bas. Ça fait 6 ans que le point d'indice. Bien sûr. Donc ça, vous le savez tous. Donc je dis ça parce que hein, merci. Mais vous savez, la haute fonction publique, qui a des salaires mirobolants, plus que Macron lui-même, c'est 2000 personnes. Le haut appareil d'actionnaires, de patronat, de rentiers qui dirigent les entreprises, c'est 350 000 personnes. C'est-à-dire que la part, si j'ose dire, d'abus dans le public qui existe est infiniment plus petite que la part d'abus dans le privé. Et c'est ma transition avec l'impôt, parce que en France, vous avez 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux. Hein, il y a un livre, un mec qui s'appelle Payon, qui est un journaliste, qui a fait ça. Le livre est documenté, il n'y a aucune réfutation. 600 milliards, c'est-à-dire une fois et demie le budget de l'État. Hein, 413, 600 milliards. Parfois, les gens ont du mal avec millions et milliards. Alors moi, vous savez combien c'est 1 million de secondes? 11 jours et demi. Vous savez combien c'est 1 milliard de secondes? 31 ans et demi. Les dimensions, souvent, quand on parle millions, milliards, on se plante, hein, mais c'est énorme. 600 milliards. Une fois. Bon. Les 500 familles les plus riches en France, elles ont en gros 460, 470 milliards, entre 450 et 500. À elles seules, 500 familles. 500 familles. Les entreprises multinationales en France, les plus importantes, il y en a 58. Ce qui s'appelle LuxLeaks, vous avez peut-être entendu parler, c'est le blanchiment d'argent. Là, c'est pas la fraude, hein. Le blanchiment d'argent au Luxembourg.
On trouve des écritures avec des entreprises sous-traitantes, des machins, etc. Par exemple, Total, ils ont 19 filiales aux Bermudes, dans une seule île. Mais tout ça blanchit de l'argent, c'est en cascade. Le LuxLeaks, le Luxembourg, c'est 100 milliards pour 58 entreprises. Alors, les 500 familles, les 100 milliards, LuxLeaks, les 600 milliards d'avoirs français dans les paradis fiscaux, etc. Alors après, les entreprises, c'est quoi? Les GAFAMU, parce que moi je perfectionne. Google, Amazon, Facebook, Apple, Uber, Microsoft et Total. Total, ils n'en parlent jamais. Total, c'est 172 milliards à eux tout seuls. Budget de l'État, 413. 172 milliards. Ils ne payent pas d'impôts en France. C'est une entreprise française. Ils payent des impôts, ils se vantent au Congo, au Togo, etc. Mais c'est rien. Epsilon, c'est d'ailleurs de la corruption locale pour avoir les marchés qu'ils veulent avoir. Total, pas d'impôts. Et vous prenez les multinationales, la plupart d'entre elles sont enfin la moyenne, c'est 17%. Pour remonter à il y a 20 ans, en 1999, elles payaient entre 33 et 37%. C'est-à-dire qu'en fait, Macron et ses prédécesseurs, Hollande inclus et tout ça, ils ont absolument libéralisé pour les grandes entreprises. C'est le ruissellement, on leur donne. Et ils ont absolument pompé notre argent pour le leur donner. En disant ils vont refaire de l'emploi. Mais non, les autres spéculent, ils vont dans les filiales. Alors après on nous dit mais vous ne pouvez pas récupérer cet argent. Vous ne pouvez pas récupérer cet argent. Vous savez là, si vous taxez les riches, ils vont partir. Mais ils sont partis déjà. Alors, mais s'ils sont partis, alors on ne peut pas les avoir? Eh bien si, c'est facile de les avoir. Dans le temps, c'était peut-être difficile. Mais maintenant, même dans les films, on nous explique comment faire. Il y a des hackers. On peut savoir chaque centime, où il est. Regardez Cahuzac. J'étais poussé une grosse colère au moment de Cahuzac. Regardez Cahuzac. On a retrouvé chaque centime à Hong Kong, à Guernsey. On peut trouver chaque centime. Vous me mettez ministre du budget, j'embauche 2000 inspecteurs des impôts spécialisés là-dessus et 100 hackers. Et je vous retrouve les 100 milliards de fraude fiscale. Et 100 milliards de fraude fiscale, ça règle beaucoup, pas tout, mais beaucoup de choses. Nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, notre énergie, nos transports. Hein, mais c'est vrai ça, qu'on peut avoir. Parce que eux, ils savent chercher chaque centime chez un chômeur. Oh, dis donc, t'as pas déclaré l'indemnité que t'as eue là. T'as raflé 150 € le mois dernier par rapport à ton chômage, dis donc. Mais là, c'est pas 150 €. Il s'agit de centaines de milliards d'euros. 100 fois 31 ans. Et donc, en vérité, vous avez là l'essentiel de ce qu'on peut faire revenir pour que la société... On peut avoir une société de bien-être entre nous. Je ne dis pas qu'on sera tous riches, mais on vivra mieux, hein? Ouais, mais pas vous, pas nous. Non, pas nous, mais l'inspecteur des impôts. Oui, mais... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais le Cahuzac, c'était le pire. Cahuzac, c'était le ministre des Impôts qui luttait contre la fraude fiscale et il fraudait lui-même. On ne peut pas faire pire que celui-là. Les yeux dans les yeux. Bon, on ne peut pas faire pire que celui-là. Sauf que... Non, il n'est pas en prison. Le boxeur est en prison. Mais pas Cahuzac, pas Cahuzac. Oui, il pourra sortir le jour, et puis il faudra 40 tous les soirs à la... Ah non, Cahuzac, oui, il a un bracelet électronique, il est en Corse. Tandis que notre boxeur, lui, il faut qu'il ait en tôle le soir dans la prison. Mais vous savez, il y a un beau livre sur les boxeurs. C'est pour ceux qui lisaient Jacques London, vous vous souvenez, Cro-Blanc, tout ça. Il y a un livre qui s'appelle Le Mexicain. Et c'est l'histoire d'un boxeur au Mexique qui, pour aider la révolution mexicaine, Zapata, menait des combats de boxe. Et il battait tous les Yankees. Et il le haïssait parce qu'il rapportait de l'argent, combat de boxe après combat de boxe pour la cause de la Révolution. À l'époque, le dictateur s'appelait Porfirio Diaz. Et dans le Jacques London, Le Mexicain, c'est un petit livre, il y a l'histoire d'un boxeur génial. Je l'ai envoyé à des...
Bon, pourquoi je disais ça? Allez-y, madame. Oui, une petite remarque déjà. J'ai évoqué tout à l'heure l'idée de qu'est-ce qu'ils veulent en faire de tout cet argent qui en plus, enfin, leurs besoins fondamentaux sont largement satisfaits. Qu'est-ce qu'ils veulent en plus? Enfin bon, ça c'est une vaste question. Je voudrais dire aussi que c'est quand même des gens qui ont une vue à court terme, enfin pas très long terme, parce que quand ils auront mis par terre tous les salariés, qui c'est qui leur apportera de l'argent? Quand ils auront bouffé leurs partenaires, qu'est-ce qu'ils auront bouffé? Plus rien. Enfin, c'est vraiment des requins, comme vous le disiez. Madame, je vous comprends, mais ils s'en foutent. Oui, je sais bien. Je sais bien. Puis il y en a beaucoup qui n'ont pas d'enfants, je crois. Il n'y a pas de compassion. Ils s'en foutent. Ouais. Oui, ils n'ont pas de cœur. C'est seulement quand vous tenez bon Un tiroir sur le rond-point qu'ils ont peur. Ouais. Je le dis à ma façon. Ils n'ont peur que du mouvement social. Et s'il y a une extension de votre mouvement au salariat dans son ensemble, vous êtes une partie du salariat. S'il y a une extension de ce mouvement ensemble, là, ils négocieront. Puis ils négocieront à reculons, hein, en mentant. Parce que même quand ils négocient, ils répriment. Le petit livre d'Éric Villard qui s'appelle La guerre des pauvres, qui est, vous savez, c'est en Allemagne, entre Luther et Calvin, il y a un schisme avec l'Église, donc une partie de la paysannerie se dit on va en profiter. Donc ils se mettent en mouvement, ils veulent partager les richesses, ils brûlent les châteaux, tout ça. Et les seigneurs, il faut rentrer les pauvres dans les châteaux, viens négocier, on va faire le truc. Une fois qu'ils sont dans le château, ils leur enlèvent la peau morceau par morceau. Hein, il n'y a pas de pitié. Et mes amis, c'est Pinson Charlot, vous les connaissez peut-être, ces deux sociologues qui ont fait un truc sur la violence des riches. Et ils disent, la violence des riches, ils ont enquêté, ils sont allés chez tous les riches, les plus huppés, tout ça, etc. Ils sont fait passer toute leur vie pour des sociologues universitaires. Si vous voyez la tête des Pinson Charlot, ils sont pas du tout une tête de révolutionnaire, hein, ils sont très propres sur eux, ils étaient très mondains, hein, etc. Et ils ont fait une enquête toute leur vie. Ils écrivent maintenant ce que c'est. Ces gens-là n'en ont rien à foutre des manants. Des petits, des machins, et puis qui savent pas lire. C'est pour ça que Macron parle comme eux, des jojos. Et puis qui sont rien, et puis qui travaillent pas, ils ont qu'à traverser la rue, ils ont du boulot, et puis ils ont qu'à se démerder. C'est cette histoire-là. Et après, vous avez 26 hommes, 26, qui possèdent plus que 3,5 milliards de l'humanité. 26. C'est pire qu'au Moyen-Âge, vous savez. Et pire qu'au Moyen-Âge. C'est-à-dire la richesse est hyper concentrée alors que nous avons du mal à survivre. Moi j'ai toujours une phrase, hein, vous savez, le travail, ça permet de vivre. Ça ne permet pas de s'enrichir. Ce qui permet de s'enrichir, c'est l'exploitation du travail des autres. Jamais vous enrichirez. Un jour, c'était un avocat que je n'aime pas, j'ai oublié ma mémoire, j'étais plus jeune, et lui, il était riche, et il m'a dit, tu sais Gérard, le premier million ne se rattrape jamais. Et j'ai compris ce que c'était l'ampleur du mépris et de la distance. Moi, j'étais en train de courir après mon premier SMIC, donc je comprenais la différence, quoi. Et il voulait dire, tu t'en sortiras jamais, ce sera toujours une merde. Moi, je n'ai pas de soucis, je suis heureux quand je peux me battre et quand j'ai une vie à peu près décente et avec de l'espoir, et je suis encore plus heureux quand je communique de l'espoir. Ça fait dans les deux sens. Mais eux, ils n'ont rien à foutre, c'est pas ça. Il faut les regarder fonctionner. Puis de toute façon, il y a assez de films qui nous montrent comment ils sont, hein, de tous les violents, de tous les machins, etc., etc. Et en France, on a notre caste, 1%, 2%. Et nous sommes, 90, 95%. C'est pas grave le pourcentage. Et c'est nous qui produisons les richesses et ils nous divisent. Et là, toi c'est ceci, toi c'est cela, il y a le casseur, il n'y a pas le casseur, il y a le boxeur, il n'y a pas le boxeur, il y a le charcutier, et il y a le métallurgiste, etc. Ils nous divisent alors que nous avons un point commun, nous sommes salariés, nous produisons les richesses, nous n'avons pas la part que nous méritons. Oui, je voulais juste poser une question, pas forcément pour que vous répondiez tout de suite, mais est-ce que dans vos propos vous pourrez évoquer le network qu'a monté Eva Joly il y a quelque temps? J'avais lu le livre qu'elle avait fait à l'époque, un network mondial de gens qui chassent, enfin qui poursuivent et qui cherchent tout ce qu'il y a à voir sur les paradis fiscaux. Je vais vous le faire tout de suite, mais c'est lié à ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en vérité, si vous me mettez au budget, c'est simple, hein, je vous dis tout de suite que je ferai rentrer l'argent. Parce que c'est une question de volonté politique. Voilà, c'est pas... Oui, bien sûr. Mais je veux dire, il faut avoir cette certitude-là. Après, on a des doutes. Oui, il y avait Cahuzac. Bah oui, mais Cahuzac, on l'a viré, puis c'est pas lui qu'on veut. On veut quelqu'un qui fasse le stuff.
Donc voilà, c'est une question de volonté. Et ce quelqu'un fera le taf s'il y a un mouvement social derrière. C'est-à-dire que le vrai contrôle des élus et du pouvoir, c'est la force du mouvement social. C'est là aussi où vous avez raison. C'est-à-dire où il faut l'auto-organisation, l'indépendance du mouvement social et sa confiance en lui-même. Parce que c'est cette confiance qui permet le contrôle de ceux qui sont au pouvoir et qui ont à faire ce boulot d'aller chercher l'impôt là où on doit aller le chercher, centime par centime, à Hong Kong, à Guernsey ou aux Bermudes. Je voulais revenir sur l'évasion fiscale. Est-ce que vous pouvez nous faire un historique du nombre de fonctionnaires, de contrôleurs fiscaux, un peu sur les dernières années? Ça montre un peu la volonté politique. Voilà. Plus il y a de fonctionnaires, de contrôleurs fiscaux, et plus la volonté politique de recherche des fraudeurs. En gros, on peut dire que les agents des impôts ont été diminués par 10. Voilà. Bon. Il n'y a plus assez de gens pour faire le boulot, et donc, en vérité, il n'y a plus assez de gens pour contrôler. Ça, c'est comme l'inspection du travail. L'inspection du travail, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait 1 200 000 entreprises, on est 1600. Une entreprise a une chance d'être visitée une fois tous les 10 ans. Bah, vous appliquez ça aux impôts, vous avez à peu près ça. C'est-à-dire vous avez sur les 350 000 en haut, là, ils ont peu de chance d'être. Il y en a 35 000 qui seront contrôlés, puis c'est tout, quoi. Puis encore, ça sera négocié, ça ne sera pas jusqu'au bout, on n'ira pas chercher tout. C'est que des gens de Bercy. Oui. Non, mais il y avait encore avant on respectait souvent l'agent des impôts, le machin, le percepteur. Enfin, tout ça, ça a été de bonne tradition de se moquer de ça. Mais en vérité, il y en a presque plus. Il y en a plus assez. Hein, la vérité, c'est qu'il en faudrait plus. Et que l'impôt, ça va me permettre. Allez, vas-y, je vais faire une transition sur l'impôt parce que j'ai pas. La question, c'était un peu sur le visuel de ces lobbies. On a vu depuis à peu près 15 années les banques rentrer, prêter et devenir actionnaires et décideurs. Alors, qui dirige quoi actuellement en pourcentage? Dans ce pays, ceux qui dirigent, c'est ceux qui ont porté Macron au pouvoir. Il a eu, pour faire sa campagne, 16 millions d'euros. D'accord? Non, oui et non. Parce que sur 16 millions, il y en a 1000, c'est dans les comptes, qui ont versé 8 millions, c'est-à-dire la moitié. Et les 1000 sont secrets. Bon, alors il est allé les chercher au Liban, à Londres, à Las Vegas, à Bruxelles, il est allé les chercher partout. Mais ces 1000-là, vous comprenez, c'est comme la mafia, il a un contrat avec eux. Puisque l'argent qu'ils lui ont donné pour se faire élire, il leur rend en supprimant l'ISF. C'est pour ça qu'ils ont si mauvais arguments sur l'ISF. Et qu'ils racontent n'importe quoi. Parce que le fond, le problème, c'est pas est-ce que ça va changer les choses ou pas. C'est je peux pas leur reprendre parce qu'ils m'ont donné les sous, je les ai dans ma poche, c'est avec ça que j'ai été élu. La mafia, elle descendra d'une façon ou d'une autre. C'est tous les propriétaires de journaux, c'est les grands milliardaires de ce pays, etc. Et donc, ils le tiennent. Et lui, ça lui fait plaisir, hein, il n'est pas contraint du tout. On me dit parfois, le mal vient d'ailleurs. Non, le poison, c'est Macron. Hein, rien n'est bon dans le Macron. C'est là que ça passe. Et donc, l'affaire de l'ISF, c'est ça, quoi. Alors, après, qu'est-ce qui dirige avec lui? La haute fonction publique de Bercy, c'est vrai. Oh, ça c'est les 4 grandes banques françaises. Alors, ça, merci de me pousser là-dessus. Les 4 grandes banques françaises, enfin BNP, CIA, Crédit Lyonnais, elles ont 8 000 milliards. Ouais, 8 000 milliards. Le budget annuel, enfin, le produit intérieur brut en France, c'est 2 200 milliards. La dette, c'est 2 200 milliards, c'est un an de PIB. Et il s'agit de rembourser 2 200 milliards aux banques qui ont 8 000 milliards. D'accord? Bon, donc tout ça, c'est du papier. Quand on vous parle de la dette, c'est pour vous faire courber les chines. Hein, c'est un chantage. La dette, en plus, il y a plusieurs façons de la dette. D'abord, on peut la contester. Parce qu'il y a une partie de la dette qui est de la spéculation. Il y a une partie de la dette qui est du vrai investissement. Et il y a une partie de la dette qui est illégitime parce que c'est broché sur la spéculation, elle s'est additionnée, etc. Comment on prend toutes ces dettes? Moi, si je vous mettais au pouvoir, je ferai un audit de la dette.
pour distinguer les différentes dettes, les dettes légitimes, les dettes illégitimes, et même une notion qui est étonnante, mais qui est juridiquement fondée, qui s'appelle une dette odieuse. C'est-à-dire qu'elle produit de spéculation, de corruption, de machin, etc. La notion de dette odieuse a été consacrée dans le droit international depuis une affaire entre les États-Unis, l'Espagne et Cuba en 1899. Mais ça existe. Et donc on ferait l'analyse de la dette, et après on verrait ce qu'on rembourse ou ce qu'on ne rembourse pas. Vous vous rendez compte qu'il y a 52 milliards de remboursements annuels de la dette. C'est un budget considérable. Et là aussi, voilà, pour redonner de l'argent à l'argent qui ne ruisselle pas parce qu'il va dans les îles Caïmans. D'accord ? Et donc, ceux qui dirigent les hauts fonctionnaires de Bercy, Macron et son entourage, mais le MEDEF, ceux qui en ce moment font gros dos, pourvu que les gilets jaunes ne nous voient pas. C'est nous qui avons toute l'économie en main, il ne faut pas qu'ils s'occupent de nous. Et le MEDEF, c'est ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les 350 000 millionnaires, les dirigeants des grandes entreprises, les 58 multinationales, parce que c'est pareil, le patronat, c'est pas le petit patron qui compte. Le petit patron, il se démerde comme il peut. J'en ai tellement vu, moi, des petits patrons dans ma vie. Le gars qui entrait dans le chantier, je lui disais, vous n'avez pas de chaussures de sécurité, vous n'avez pas de vestiaire, votre bagnole, là, le pneu... Et monsieur l'inspecteur, ne m'embêtez pas, j'ai versé 3 000 € pour avoir le marché. Ouais, ben, voilà, le petit patron et le grand patron, le rapport est celui. Une fois qu'on comprend ça, moi je vais vous dire comment se mettre les petits patrons de notre côté. Il y a 3 mesures à prendre. Que le donneur d'ordre soit responsable de tout ce qui se passe sous ses ordres, que l'entreprise intervenante soit alignée sur la convention collective du donneur d'ordre le temps de la mission, et troisièmement, qu'on facilite la reconnaissance des unités économiques et sociales, parce que j'ai été furieux une fois, c'était le coiffeur, j'y vais plus, mais c'est comment il s'appelle, Jean-Louis David, c'est un truc comme ça, voilà. Mais le gars, il a, je sais pas, 2000 salons de coiffeurs, il y a 5 personnes par coiffure, donc en vérité, il a déjà 15 000 salariés avec la gestion et tout ça. C'est des unités de moins de 10, pas besoin de déléguer du personnel, pas de syndicat, pas de compte à rendre, je ne paye pas les heures supplémentaires, j'ai pas de pression sociale, aucune fille dans mes boîtes ne peut se lever le petit doigt parce que sinon je la vire pour les heures supplémentaires. Et j'ai dit, moi non, vous avez la même enseigne partout, vous avez les mêmes produits, vous avez les mêmes méthodes, vous avez la même gestion, vous êtes une seule entreprise. Ah ben le gars il voulait pas, hein. Et donc, il faut reconnaître l'unité économique et sociale, c'est obliger Begin ou David ou d'autres, et ça c'est valable pour des centaines de groupes, ça, à être des groupes. Et donc, pouvoir les contrôler est là. De la même façon que les entreprises, ça se contrôle, les grandes. Enfin, qu'est-ce que c'est que Volkswagen? Le gars, il trouve un logiciel, Martin Winterkorn, il s'appelle. Il trouve un logiciel qui se met en route quand on contrôle la pollution de ses pots d'échappement pour que ça ne se voit pas. Enfin, 11 millions de voitures. C'est une des plus grandes boîtes d'Europe. Le gars, il devrait être en tôle. Il ne l'est pas. Il demande 6 millions pour partir, plus 15 millions pour sa retraite, plus 1 million par an pour sa retraite. Et vous en avez un autre, Lactalis, Besnier. Le mec, c'est pareil avec le lait, les machins, etc. Puis après, vous regardez les autres entreprises, vous pouvez chercher, parce que Sanofi, c'est pareil avec les médicaments. Vous pouvez chercher parce que le gars qui a vendu Alstom pour que dalle à General Electric avec des décisions politiques, l'accord du MEDEF et après le choix entre Siemens et tout ça, c'est pour dépecer l'entreprise au profit seulement des actionnaires et au détriment des salariés. Donc pour peser contre tout ça, il faut une force comme la vôtre, mais encore plus forte si vous me permettez. C'est-à-dire qui embringue tous les salariés. Et ça, c'est mai 68. On va y arriver. Moi, écoutez-moi, mes 74 ans, je peux faire qu'une profession de foi sans rien. Il y aura un autre mai 68. Peut-être dans 15 jours, peut-être dans 2 mois, peut-être dans 3 mois, peut-être dans 1 an, mais il y en aura un autre. Parce que ça ne peut pas marcher. C'est une cloche qui est mise sur la société. Vous ne pouvez pas contenir une société comme ça, durablement, sans que ça. Et moi, j'ai vu l'arrivée de votre mouvement comme le signe que c'était ça. Vous comprenez ? C'est-à-dire, là, enfin, ça bouge. Parce qu'on me dit, ouais, mais ils font ce que les syndicats n'ont pas fait, etc. Mais forcément, contre la loi El Khomri, vous avez eu 14 manifestations de syndicats. Moi, j'ai fait les 14 manifestations. 14. Et le trio Hollande, Valls, Macron n'ont rien voulu entendre. Il y a eu 3,5 millions de manifestants qui ont participé au moins une fois aux manifs. Au moins une fois. Mais ils n'ont pas voulu entendre. Ensuite, après, il y a Macron qui refait ses ordonnances. On fait 3-4 manifs. Déjà, il y avait moins de monde. Mais pourquoi? Parce que les gens disaient, si contre El Khomri, on a fait 14 manifs, on n'a pas gagné, ça va servir à rien. Bon, alors ensuite, après, il y a la SNCF.
Les gars font des grèves, ils perdent la moitié de leur salaire pendant 3 mois. Ils essaient de défendre le service public, ils s'accrochent, ils font ce qu'ils peuvent. On dit, vous en avez fait assez, pas assez. On peut discuter, mais ils sont battus, mais ils n'ont pas gagné. Et moi, j'ai analysé votre arrivée sur le terrain social comme le résultat de ça. Parce que les autres n'avaient pas gagné, vous avez été la spontanéité qui cherche la voie de la victoire. Je ne peux pas faire plus beau compliment. Je suis largement plus bavard que vous, c'est peu dire. Et j'ai tenu jusqu'à maintenant. Je veux aller dans votre sens, et puis je pense que c'est dans le sens de tous ceux qui nous entourent. J'ai vu un reportage il y a 5-6 années. C'est une petite histoire, hein, ça ne va pas durer très vite. Même si je suis bavard, j'en profite pour m'asseoir. Je vais essayer d'être clair en étant le plus concis possible par rapport à ce sujet. Il y avait un DRH qui était employé dans une entreprise, qui était employé en fait dans beaucoup d'entreprises, pour mettre dehors non pas des salariés de bas niveau ou des techniciens ou des petits ingénieurs, excusez-moi pour ceux qui sont ingénieurs, mais de petit niveau, on va dire. Là où je vous rejoins, c'est qu'on est tous salariés. Mais c'est vraiment le haut niveau de l'entreprise. Par exemple, un gars qui a posé un brevet et qui, tout d'un coup, un peu comme celui qui invente la bombe atomique, mais lui, il l'avait pas inventé pour faire une bombe, il l'avait fait inventer peut-être pour guérir les gens ou pour d'autres choses. Et bien, il devenait gênant dans cette entreprise et le fameux DRH est arrivé à ce moment-là. Et il était là pour virer celui qui, en fait, avait sauvé la boîte, avait créé des millions de dollars, d'euros, de bénéfices, mais qui gênait. Et évidemment, on ne peut pas virer quelqu'un comme ça, puisque c'est lui qui avait tout fait pour que la boîte réussisse. Et bien, lui, il était payé pour les foutre dehors. Et il les mettait dehors. Et il les faisait craquer, il trouvait toutes les techniques possibles, bien sûr, la plupart illégales. Et il a fait donc il y a eu un reportage, je ne sais plus si c'est à l'effet papillon ou un truc comme ça sur Canal. De temps en temps, il y a des trucs pas mal sur Canal aussi. Rarement, mais de temps en temps. Et moi, quand j'ai vu ça il y a 5-6 ans, j'aurais poignardé, j'aurais tué ce mec. Ça m'a rendu fou. Et je ne comprenais pas. Et puis, grâce aux Gilets jaunes, il y a beaucoup de choses qui arrivent sur les réseaux sociaux. Et je revois sa tête. Je me dis, s'il est encore là, c'est qu'il a quelque chose à dire. Il est interviewé par une télé privée, parce qu'il en reste une ou deux en France. Donc je me suis dit, s'il parle à une télé privée, c'est qu'il a quelque chose à dire de très intéressant. C'est la suite de son histoire. La journaliste l'interroge, mais vous n'avez pas de remords d'avoir fait ça? Le gars lui dit, mais il faut que je sois honnête intellectuellement, je ne peux pas avoir de remords. Ce que j'ai fait, ça m'en a mis conscience. Alors bien sûr, c'est pas bien. Ça, il en est conscient, puisque je crois qu'il fait plus ce travail. Et il a écrit un livre. Donc, si ceux qui retrouvent son nom ou cette histoire, ils retrouvent ce gars-là, ils achètent son livre, ils comprennent. Mais c'était pas ça le fond du problème. Lui, il a expliqué pourquoi il s'est permis de pouvoir faire tout ça. Parce que la journaliste lui dit, vous n'avez pas de remords, mais comment vous avez pu faire ça? Et c'est très simple. C'est parce que les gens ne sont pas solidaires. Les gens que j'ai virés, personne, absolument personne les a soutenus. Et c'est ça que les Gilets jaunes et la plupart des gens qui... Parce que moi, ce que je dis mal à travers les Gilets jaunes, c'est tous ceux qui klaxonnent. Alors il y a des samedis, quand je suis au rond-point, je suis avec mon Polonais et tout ça, à Pisançon, et je trouve ça réconfortant qu'ils klaxonnent, ça nous fait du bien. Et ils s'arrêtent, ils nous donnent des gâteaux, des fois ils nous donnent des sous, on s'est même fait... On s'est acheté du foie gras après les fêtes, et on a mangé du foie gras, c'est pour vous dire. Hein. Mais de temps en temps, quand ils klaxonnent, j'ai envie de leur mettre des tartes aussi, parce que si ces 20 millions de gens qui nous soutiennent, ou 30 millions, puisqu'ils sont 60 à 70%, ils descendaient dans la rue, ils feraient ce que le DRH a dit à ces journalistes, c'est qu'ils viendraient nous aider, vraiment nous aider, et ils viendraient s'aider eux-mêmes, et on serait enfin solidaires, et on aurait déjà gagné. Les 13 ou 14 semaines, là, elles seraient finies depuis très longtemps. Donc, c'est juste un message que je veux faire passer. Alors, je ne peux pas vous convaincre, parce que vous êtes là. Mais essayez de faire comprendre ça aux gens. Si un DRH a eu l'honnêteté de dire qu'il ne regrettait pas ce qu'il a fait, mais par contre, il nous donne la clé en disant si on est solidaire, on gagnera. Voilà, c'est tout. Bravo. Vous savez qu'il y a un bon film, moi je recommande des films et des lectures, il y a un bon film qui s'appelle Corporate, qui est sorti il y a 2 ans sur les grands écrans, le cinéaste s'appelait Eloul, et c'est l'histoire d'une DRH. Elle est chargée de virer les gens, et puis il y a un gars qui se jette du 6e étage et qui se défenestre et qui se suicide. Et donc le début de sa prise de conscience, et de toute l'histoire dans la boîte, face au patron, face aux actionnaires, etc., commence comme ça. Corporate, si ça vous dit, si vous mémorisez dans un coin. Oui, c'est ça. Et non, c'était un très bon film. Bon, il y a quelques films comme ça, mais celui-là. Alors, je voulais dire quand même en plus sur le haut du salariat, juste un petit mot. Un mot que je conseille, après vous
vous retenez ce que vous voulez, bien sûr, de ce que je dis, mais n'utilisez pas les mots bobo. Le mot bobo est très trompeur. C'est l'idée qu'il y aura une partie du salariat qui ne serait pas salarié. Et qui serait le haut du salariat qui échapperait aux règles du salariat. Alors, parfois, les gens confondent ça avec les cadres supérieurs. Mais les cadres supérieurs dans le salariat, il y en a très peu. 0,05% des salariats, c'est les cadres supérieurs. C'est ceux qui sont assimilables au DRH, au patronat, etc. Le reste, non. 1 ou 2% gagnent plus de 3 200 €. Voilà. Et donc le salariat, il est plus solidaire que ce qu'il croit. L'écart de salaire entre 900 et 3 200 est important, mais abstraitement, il n'est pas si important que cela. C'est très contracté. Les écarts de salaire en mai 68 étaient de 1 à 6. Aujourd'hui, ils sont de 1 à 2,3. Le capitalisme a compacté nos salaires. Il n'a pas étendu. Alors c'est trompeur quand on prend les 2% de cadre supérieur. Et c'est pour ça que je ne veux pas mêler avec bobo, parce qu'on va dire qu'un gars à 3000 ou une fille à 2500, elle est bobo, elle va quand même faire skier, ou si elle y arrive, etc. Mais en vérité, non. Le salariat, dans les 20-30 dernières années, comme les salaires ont été compactés, les salaires ont été écrasés, et c'est une toute petite catégorie de 1 à 2% qui a pris tout ça. Ça, c'est, à mon avis, très important pour comprendre comment on peut être solidaire. Parce qu'on est la majorité, putain, excusez-moi, de ce pays, quoi. C'est nous qui sommes la majorité. Et donc, il faut arriver à nous, à cette solidarité et cette force. Bon, voilà. Mais il faudrait qu'il y ait un maillage intellectuel qui se réveille, comme ce qui se fait bien sûr ce soir et depuis 14 semaines, mais qui puisse être organisé. Est-ce qu'il y a une cellule qui puisse s'occuper de cela? Là, personne ne peut le faire à votre place. Je veux dire, ce que vous avez fait ce soir, je ne sais pas dans quelles conditions vous avez préparé la réunion, mais c'est un premier pas. Faites-en d'autres. Voyez avec, je ne sais pas, moi, avec l'Isère, avec la Drôme, et comme ils ont fait à Commercy, il y a une réunion à Saint-Nazaire. Arrangez-vous aussi pour envoyer quelqu'un à Saint-Nazaire. Je crois que c'est début avril ou fin mars, je ne sais plus. 5, 6 et 7. Bon. Ouais, c'est ça. Non, mais tout ça, c'est le travail qu'il faut faire. Et le temps de la maturation pour que le reste du salariat participe. Et je redis mes choses. Moi, j'avais dit, on ne peut plus seulement faire des manifs, il faut l'occupation des entreprises. Et j'ajoute toujours, ça ne se décrète pas. Donc, il faut que la maturation s'opère. La maturation passe par des réunions, des échanges, des constructions, des coordinations comme celle dont on parle. Quel est votre point de vue? On a été à des réunions avec des syndicats pour trouver un dénominateur commun. Et donc, ils sont en réunion syndicat par syndicat, c'est compliqué à mettre en route, mais ça fait partie des têtes de pont qui peuvent bloquer la France. Absolument. Je veux dire, bon, l'histoire du syndicalisme en France est simple. Hein, s'il n'y avait pas eu de syndicats, on ne serait même pas là. Même votre combat n'existerait pas. Même pour ceux d'entre vous qui pensent que ça n'a pas été déclenché par les syndicats sont à l'origine de tout ça, puisque le syndicalisme, c'est un regroupement de salariés pour défendre leurs intérêts, quelles que soient leurs opinions politiques, idéologiques, philosophiques ou religieuses. Donc le syndicat, c'est la base, la défense des droits et revendications légitimes du salariat. Dans le syndicat, toutes les opinions politiques et toutes les opinions religieuses, toutes les opinions philosophiques ont leur place. La base, c'est je défends l'augmentation de mon salaire, la durée de mon travail, je veux plus d'accidents du travail, je veux un comité d'hygiène de sécurité. Voilà, c'est ça le syndicalisme, c'est ça, ça n'est pas un parti politique. Mais il y a eu dans notre histoire des divisions syndicales. Et les divisions syndicales, moi je sais, quand j'étais dans mes permanences à l'inspection du travail, il venait des gens, je recevais 2 fois par semaine, comme tout inspecteur du travail, il venait des gens qui n'étaient pas syndiqués du tout. Bonjour monsieur l'inspecteur, et là je disais, bon, je vais intervenir, je vais faire un contrôle, mais moi mon contrôle, ça va être de sanctionner l'employeur, mais je ne peux pas obtenir vos droits à votre place dans l'entreprise. Je suis l'administration, je ne suis pas le juge, et je ne suis pas le syndicaliste. Et les gens me regardaient, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Moi je disais, syndiquez-vous. Et là je voyais le blanc dans les yeux des gens. Ah oui, mais lequel, comment? Et ils cherchaient déjà la politique, comment ils allaient faire, alors que, voilà, alors moi je répondais toujours, vous allez au syndicat le plus nombreux de votre entreprise.
Comme ça, vous n'allez pas faire un 5e, un 6e, un 7e. Et puis après, oui, mais lui, il ne fait pas bien. Bah oui, je ne peux pas faire à votre place. C'est-à-dire, si vous avez un mauvais syndicaliste dirigeant, il faut faire un bon syndicaliste dirigeant à la place. Personne n'a connu une meilleure méthode que ça. Il n'y a rien à faire. Alors, il faut jouer la démocratie, la pédagogie, et le savoir-faire, le courage. Parce que la raison pour laquelle il n'y a pas beaucoup de syndiqués, c'est parce que les patrons font de la chasse aux sorcières. Hein. Parce que si tu t'affiches syndiqué dans la boîte, tu te fais virer avant d'avoir eu le petit doigt. Moi, j'ai rattrapé des gars parce que le gars disait, je veux faire un syndicat. Bon, monsieur, je vous explique. Alors, vous allez envoyer une lettre recommandée. La lettre recommandée, vous allez dire que vous voulez des élections du personnel. Vous allez vous appuyer sur le syndicat de votre choix, choisissez votre syndicat. Et puis ensuite, après, vous aurez des élections, vous pourrez être élu. Et quand vous serez élu, vous aurez un mandat qui vous protégera. Il ne pourra plus vous licencier sans mon autorisation. Le gars m'écoute. Je lui répète bien 2 fois. Et puis il retourne, c'était une imprimerie rue des Fontaines du Temple, j'y pense comme ça. Et puis quand il rentre, il met un bout de papier sur le tableau d'affichage et il dit « Je suis candidat aux élections avec une punaise, quoi ». Le patron voit le papier, rafle le papier, appelle le mec, le licencie. Bon, moi, j'arrive aussitôt après parce qu'il m'appelle. J'ai dit « Vous n'avez pas fait ce que je vous ai dit, je vous avais dit de faire bien dans l'ordre parce que le droit est comme ça, j'y peux rien. » Alors il dit « Qu'est-ce que vous voulez faire pour moi ?» Alors je vais dans le bureau du patron. Puis je dis au patron, alors vous avez enlevé le papier? Le gars me dit non. Bah, je dis, mais si, le papier, il y avait ça écrit. Il dit, non, je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais je dis, c'est bien monsieur Massien que vous le licenciez. Bah oui, je le licencie, j'en ai marre de le voir. Bah, je dis, vous avez marre de le voir, mais c'est parce qu'il voulait être délégué. Moi, je ne savais pas qu'il voulait être délégué. Bah, je dis, mais je sais bien, il y a d'autres salariés qui sont témoins. Il dit, lesquels? Donnez-moi leur nom. Je dis, je ne vais pas vous donner leur nom, mais on va faire quelque chose, monsieur l'employeur. Vous allez mettre le téléphone, on va mettre le son pour vous et moi. Puis j'ai 4 noms de salariés, on va les appeler. Et puis moi, je vais inspecteur du travail, je vais leur demander s'ils ont vu le petit papier. Je vois le mec qui commence à blêmir. Heureusement, l'autre m'avait donné 4 bons noms. J'ai un peu mouillé les gens. Hein. Ma méthode était ce qu'elle valait. Mais les 4 gars m'ont dit, bah oui, on a vu le petit papier, il veut être candidat, etc. Et j'ai dit au patron, voilà, vous avez un témoin, c'est l'inspecteur du travail. Il a demandé à être délégué avant que vous le licenciez. Donc sa protection joue avant, et c'est vous qui avez tort. Ah, le gars l'a reconnu, l'a pas licencié et il a été délégué du personnel. Mais les batailles de droit, pour ça, c'est toutes des batailles comme ça. Si on enjambe un point, on n'arrive pas à constituer le syndicat, à avoir la fraternité, à avoir l'autorité, à avoir l'institution et à avoir le mandat, l'inspection et le médecin. Et donc, pour gagner contre Marlon Brando, faut vraiment en avoir, comme dit l'autre, au sens du courage, de la volonté, de la... Voilà. Oui, bien sûr. Et moi, il me reste un point, avant qu'on se fatigue tous, parce que l'orateur va être fatigué aussi. Hein, mais je voulais vous parler un mot sur les impôts, proprement dit. Parce que j'ai 2 questions à vous poser pour un ami qui est parti, et puis la mienne. Et après, on fait la pause, si vous voulez. Alors, la question première, concernant les intérêts de la dette de 41,3 milliards, pourquoi la Banque européenne ne prête pas à des taux plus bas à la France? Alors, d'abord une chose. Moi, à l'époque, j'ai voté contre le traité de Maastricht. Hein. J'ai voté contre le traité constitutionnel européen. Et j'ai voté parce que, justement, la Banque centrale européenne était censée être indépendante et pas soumise aux États. Et je milite pour que la Banque centrale européenne puisse prêter directement aux États, évidemment à taux 0,01, quoi, juste les frais. Et c'est interdit dans les traités actuels. Ce qui fait que la Banque centrale européenne prête à des banques privées qui elles-mêmes prêtent au taux qu'elles veulent aux États. Par exemple, à la Grèce, quand celle-ci était en pleine crise, les banques ont prêté jusqu'à 17% de taux d'intérêt. C'est Shakespeare, hein, c'est Shylock. Hein. Par contre, vous avez des moments donnés où en France, il faisait tellement de sacrifices, entre guillemets, sur notre dos, et pour les entreprises, quand il a fait le CICE, Hollande, je maudis hein, le CICE, que les banques privées ont prêté à la France à des taux négatifs. C'est-à-dire, ils payaient la France pour lui prêter de l'argent. Tellement ils étaient contents de la politique du CICE qui donnait 41 milliards par an au patronat, aux entreprises. Voilà.
Et donc, ça dépend comment vous voyez les choses. Mais moi, en conclusion de ça, mon mot d'ordre, c'est que la BCE doit prêter directement aux États, évidemment, à des taux, j'ai dit 0,01%. Voilà. Comme la Banque de France. Voilà. Absolument. Absolument. Deuxième question. Concernant l'évasion fiscale et la fraude fiscale, quelles seraient les solutions? La première chose pour la fraude fiscale, je vous le dis, c'est d'embaucher 2000 inspecteurs des impôts et 100 hackers. Et de récupérer les 100 milliards, c'est facile. Je vous assure que c'est facile. Ne croyez pas tous ceux qui vous disent non, ils vont fuir. Je l'ai dit tout à l'heure, ils fuiront pas, on les rattrapera et chaque centime, on leur prendra. Mais il faut une volonté politique. Et la deuxième chose, je distingue dans votre phrase la notion de fraude et d'évasion. C'est-à-dire que l'évasion, c'est ce qu'on appelle du mot savant, optimisation. C'est ce que les lois imprécises laissent passer, qui leur permettent de tricher pour ne pas déclarer ce qu'ils doivent payer. C'est-à-dire, c'est comment Total fait passer son budget au Togo, au Congo, en Iran ou aux Bermudes pour n'avoir rien à déclarer en France. Alors ça, c'est les lois françaises qui en décident ou qui n'en décident pas. Si vous décidez de prendre Total comme un groupe unique, il paye. Et c'est l'État français qui décide. Pareil pour toutes les multinationales. Deuxièmement, il y a une mesure que, pourtant, les Américains, les US, que je ne porte pas dans mon cœur du point de vue politique, avec Trump, ont fait depuis très longtemps. C'est que tout citoyen américain, où qu'il soit sur la planète, a des comptes à rendre au fisc américain. Et vous n'avez qu'à décréter ça pour les Français. Arnaud n'a plus besoin d'aller en Belgique, on l'aura quand même. Bon. Et la deuxième chose, c'est que ces gars-là, une fois qu'ils sont citoyens français, vous faites une deuxième mesure que les USA ont fait. Toute banque qui prête, héberge l'argent du citoyen français qui est à Hong Kong doit rendre des comptes si l'État français lui demande de collaborer. Les Américains font ça. Et si la banque suisse, ils l'ont fait pour la Suisse, si la banque suisse ne dit pas ce que le citoyen américain de Genève lui a donné, la banque suisse n'a plus la possibilité d'exercer sur le territoire américain. Alors ils répondent tout de suite dans ces cas-là, parce qu'ils comprennent ce que ça veut dire. S'ils ont un territoire comme la France dans lequel ils ne peuvent plus intervenir, ils vous vendent la peau de n'importe quel financier. Voilà. Donc mais ça, c'est des mesures de volonté politique. Évidemment, Bruno Le Maire ne veut pas. Bruno Le Maire, vous vous rendez compte, Carlos Ghosn se fait arrêter, il y a eu assez de dessins là-dessus, quand même. Au Japon, il se fait arrêter, il dit « Ah bon, je ne savais pas qu'au Japon, on n'avait pas le droit de tricher. » c'est comme ça qu'il faut prendre les choses. Et on est en France, et il n'y a toujours pas de Bruno Le Maire, sur Carlos Ghosn, une seule commission d'enquête. L'État a 15% des parts de Renault. Carlos Ghosn a à la fois fait son mariage au Trianon avec je ne sais plus combien. Il a payé sa sœur pour je ne sais combien. Il paye ses appartements à Rio, à Beyrouth et à Amsterdam sur le compte de la boîte. Il se paye lui-même à peu près 600 SMIC par an. Il veut partir avec 25 millions d'euros pour son départ et 60 000 euros par mois pour sa retraite. Et il a payé 8 cadres de hauts fonctionnaires, de Renault, des hauts cadres de Renault. Il leur a donné des piges en plus à Amsterdam. Le gars qui s'appelle Alain Bauer et qui parle dans la sécurité dans tous les médias que vous pouvez entendre, il a reçu quelque chose comme 600 000 euros de Renault pour soi-disant de la sécurité. Et Rachida Dati a reçu 600 000 euros de la même façon de Carlos Ghosn. Et vous n'avez pas le gars de l'État, qui représente l'État, qui fait 15%, qui est envoyé par Bruno Le Maire, sous la tutelle de Bruno Le Maire, qui depuis les dernières années n'a pas été capable de faire une enquête et de dire ce qui se passait. C'est de la complicité. Je suis très énervée depuis le début, là, parce que ça fait que confirmer toutes mes pensées depuis un certain nombre d'années. Vous nous parlez de négocier. Pour moi, c'est très difficile de négocier avec la voyoucratie. Qu'on soit bien tous d'accord. La politique, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus véreux et de pourri jusqu'à la moelle. Et je pèse mes mots. Est-ce que demain, dans le nouveau système, si nous arrivons à nos fins, faut-il encore garder des politiques? Ou est-ce qu'on peut se tourner vers des intellectuels, des économistes, des philosophes, pour nous aider à construire un nouveau système? Puisque nos politiques d'aujourd'hui, depuis 40 ans, fraudent, collaborent avec des lobbies, avec les multinationales, les plus riches, font ce qu'ils désirent,
mettent en place des lois qui vont à l'encontre du citoyen, qui viennent nous violenter dans la rue aujourd'hui. On voit avec la milice proche de Macron. Donc ma question, c'est aujourd'hui, et enfin pour demain, peut-on encore garder des politiques ou peut-on encore croire dans nos politiques? Alors, il faut m'excuser si je fais une précision de vocabulaire au début. La politique, c'est comme l'oxygène. On ne peut pas s'empêcher de la respirer et d'en faire. Ce soir, nous avons fait la politique tout le temps. On s'accorde là-dessus. Hein. Donc quand vous parlez de la politique, c'est les politiques, j'ai entendu dans votre phrase. C'est-à-dire en fait la catégorie de gens qui, bien qu'élus ou bien que dans la tête de parti, qui se disent pour le bien du peuple, qui en fait trahissent le peuple, le pillent et servent à, non pas que ça ruisselle, mais à pomper. Alors, cette classe, nous opprime et nous pille. Il faut la renverser. Voilà, moi je n'ai pas de problème. J'utilise traditionnellement dans mon vocabulaire le mot lutte de classe parce que l'autre jour j'étais à Paris dans la manif, puis il y avait deux dames qui étaient portées des gilets jaunes, puis qui viennent me voir, qui disent « Monsieur Filoche, je vous connais, voilà. » Et alors elles me disent « Moi je fais pas de politique. » Et alors je lui dis « Mais pourquoi ?» Elle me dit « J'étais au Parti communiste il y a 20 ans, je l'ai quitté. » Je dis « Donc quand même vous avez une petite idée historique de ce que c'est, pourquoi vous l'avez quitté ?» Alors elle me dit « Parce que vous avez vu ce qu'il est devenu. » Je dis « Oui, je vois bien. Et on n'a rien gagné, et affaibli, et je comprends que vous cherchiez autre chose. » Et l'autre dame, elle me dit « Ah, mais moi, je suis ni de gauche ni de droite. » Je lui dis « Je vous comprends aussi, mais je suis pour la lutte des classes. » « Ah, mais je suis pour la lutte des classes. » Je dis « On doit pouvoir s'entendre sur le plan du vocabulaire, parce que pour moi, le salariat, la gauche, c'est d'abord le salariat, c'est d'abord la classe dominée, et c'est ça la gauche. C'est mon vocabulaire à moi, hein, qu'on s'entende sur le vocabulaire. Et la droite, c'est ceux qui sont du côté des possédants, de l'oligarchie, et voilà. Donc en fait, pour moi, quand gauche et droite s'affrontent, c'est classe contre classe, c'est salariat contre patronat. Alors elle me dit, je vous suis, mais avec ce qui est arrivé avec Hollande. Je lui dis, mais je vous suis à mon tour, parce que Hollande n'a pas fait une politique de gauche. Il a été élu à gauche, mais il a fait une politique de droite. Évidemment, ça perturbe beaucoup de gens, parce que c'est pas facile de reconnaître qu'un mec qu'on a élu à gauche, il vous fait une politique de droite, c'est pourtant la vérité. Il a trahi tout. Pour moi, dans l'histoire de la gauche sur un siècle, Hollande, c'est le pire. Donc voilà, il a été élu à gauche, la gauche savait tout, elle n'a rien fait, et il a donné de l'argent au patronat, avec la fameuse théorie du ruissellement, je vais leur donner de l'argent en haut, et ça va faire du bien en bas. Trahison totale. Bon, une fois qu'on a dit ça, comment nous, salariat, classe dominée, ne mettons pas le mot gauche si vous ne le voulez pas, classe dominée, comment nous, on peut s'organiser? Il n'y a pas d'autre façon de s'organiser que ce que vous faites sur les ronds-points, des assemblées, des coordinations, et puis des syndicats. Il n'y a pas d'autre façon de s'organiser. C'est l'organisation la plus puissante, c'est l'autogestion, si je peux dire. Alors, pour arriver à prendre le pouvoir de cette façon-là, il y en a qui l'ont fait avant nous. C'est les soviets, hein. Mais ça n'a pas marché. Il y a eu une contre-révolution. Alors la question, c'est comment tout ce qu'on peut faire d'auto-organisation à Commercy, à Saint-Nazaire, vous, moi je suis au rond-point d'Avignon, des réunions comme ce soir, comment ceci peut-il devenir le pouvoir? Ça, c'est une vraie question, parce que ça n'a été réussi nulle part. Pour moi, il n'y a eu de socialistes ni de communistes nulle part dans le monde. Ça, il y a toujours une contre-révolution qui les a écrasés. Donc comment réussir? C'est votre question, telle que je la comprends. Hein. Bon, voilà. Comment réussir? Alors moi, d'abord, du point de vue des institutions, il faut virer le président de la République. Il ne faut pas de président de la République. Moi, en 1962, quand De Gaulle a amendé la constitution de la Ve République par référendum, pour qu'il y ait un président élu au suffrage universel, j'étais en colère. Parce que je disais, on va nous faire élire un roi, et tout va se réduire à ça. Je donne la priorité à l'idée d'un travail collectif contre le pouvoir personnel. Donc après, je suis pour une partie du pouvoir qui soit, comment dirais-je, mandaté, délégué. Je ne pense pas qu'on ne puisse pas avoir de pouvoir délégué, mandaté. Par exemple, en France, on a 650 000 élus. Tous ne sont pas corrompus. Les 650 000 élus, le premier niveau, c'est les conseillers municipaux. C'est bien, les conseillers municipaux. Je suis pour défendre les communes. Small is beautiful. Je suis pour qu'il y ait des gens bénévoles, pas bénévoles, etc., mais qui travaillent au plus près du terrain. Deuxième chose, il y a les départements. C'est pareil, ils veulent supprimer les départements.
Je suis contre la suppression des départements, parce que c'est plus près encore que les régions. Et je suis pour que l'élu, qui peut être élu, soit contrôlable par ceux qui l'ont élu. Donc, c'est pour ça que je dis encore une fois, small is beautiful. Et de la même façon, par exemple, Macron veut essayer, s'il fait un référendum, de changer la Constitution française pour qu'il y ait 2 fois moins de députés. Il y a des gens qui se réjouissent. Il ne faut pas se réjouir. 2 fois moins de députés, c'est pour que le pouvoir du président soit plus fort. Parce que c'est comme aux États-Unis, regardez les films. Les députés sont des grands notables. Mais les gens ne les approchent plus. Ils ont tout juste droit d'aller voir leurs attachés. Moi, je suis pour plus de députés, plus proches du terrain, dans des circonscriptions plus petites. Oui, évidemment. Évidemment, mais de toute façon, je suis pour... Vous savez, dans les syndicats, en théorie, hein, tout fonctionne, vous trouverez toujours des exemples contraires, mais en théorie, le salarié qui devient permanent syndical garde le salaire qu'il avait. Il ne doit pas avoir de majoration. Vous trouverez des exemples contraires, mais la théorie est bonne quand même. Mais c'est de la même façon. C'est-à-dire si le cuisinier devient élu, il faut qu'il garde le salaire, pas davantage. Mais et l'ingénieur, pareil, c'est-à-dire que vous gardez la qualification que vous avez atteinte. Et puis un salaire maxima. Je crois beaucoup à la notion de salaire maxima. Vous savez qu'il y a la Confédération européenne des syndicats, ça a été fait nulle part. Le seul endroit où ça a été fait, c'était sous Roosevelt, aux États-Unis, où il y avait un salaire maxima à 20 fois le SMIC de l'époque, et au-dessus, il y avait une tranche d'impôt qui était à 91%, qui raflait tout. La notion de salaire maxima, elle est défendue en Europe par la Confédération européenne des syndicats. Ils disent pas de salaire supérieur à 20 SMIC. Alors j'ai souvent hésité, parce qu'avec mes amis, 20 SMIC c'est beaucoup. Hein. Il y a des gens qui disent 15. Alors moi je dis, je ne sais pas trancher. Si c'était 15, ce serait mieux que 20. Mais s'il faut commencer, 20. Et si je veux avoir un peu d'appui pour commencer, je prends la revendication de la CES dont je viens de parler. Après, j'ai des blagues. À l'école, on te note de 1 à 20. Pourquoi on te paierait de 1 à 600 après? Mais donc, à un niveau de salaire maxima. Et l'idée d'imposer un salaire maxima serait un très grand progrès social et historique. Évidemment, ça doit s'appliquer aux élus. C'est-à-dire qu'un député qui a... il y en a à l'Assemblée nationale. Sur celle d'aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a pas. À l'Assemblée, il y en a? Mais les partis pousolent. Je suis en train de dire que dans l'Assemblée précédente, je crois qu'il y avait 7 ouvriers. Bien sûr. Et donc là, mais la Commune de Paris, quand ça s'était insurgé pour les élus de la Commune de Paris, ils avaient fait des placards en disant « Votez pour ceux qui sont comme vous ». Votez, oui, mais c'est des semblables. C'est-à-dire, votez pas pour ceux du château. Votez pour vous. Vous êtes salarié, votez pour vous. Et donc, l'idée, c'est qu'évidemment, il y a un plafonnement du salaire de façon générale, et il y a un plafonnement du salaire des élus pour qu'ils restent comme les autres salariés. C'est ça l'idée de base. Et après, qu'ils soient dans des petites circonscriptions, j'insiste là-dessus, parce que c'est là qu'ils ne peuvent pas se cacher derrière 2 attachés en disant « je ne vous reçois pas ». Dans une petite circonscription, il faut qu'ils croisent les gens qui les ont élus. Et après, le système révocatoire. On m'a souvent dit, c'est pas possible, la circonscription, la proportionnelle et la révocation. Si, parfaitement. Il y a des systèmes où il y a des élections par circonscription, où il y a des systèmes où ils sont par circonscription, et donc là, vous avez la représentation du territoire, et vous avez des compensations pour les listes, sensibilités, etc., qui se font à la proportionnelle, qui corrigent les déséquilibres qui se feraient par l'élection par les Allemands ont un système comme ça. Et ensuite, après, vous avez un système qui permet la révocation. Parce que sur le territoire de la circonscription, si vous avez, par exemple, bon, je sais pas, on discute, 30%, 40% des gens qui disent « je l'ai élu pour ça, il ne le fait pas, je signe une pétition, on doit revoter ». Ça, c'est faisable. Ça existait dans peu de pays, mais ça existait. Oui, est-ce que Et après, alors oui, pas de cumul des mandats. Alors, on peut discuter, je ne sais pas si 2 mandats sont possibles pour la compétence et la transmission des savoirs, dans le temps. Mais après, du point de vue de l'exercice, je suis plutôt, on parle institution, hein, j'essaie de répondre de façon développée, on a 650 000 élus, si on avait 1 million d'élus, ce serait mieux. Pour que les élus soient plus en contact et que tous les mécanismes d'élection, de contrôle, de révocation jouent.
et que ce ne soit pas un bonhomme qui décide. La plus archaïque des élections, c'est l'élection présidentielle. C'est comme ça qu'on se fait avoir par un Macron qui arrive, qui sort de nulle part, et personne n'a compris pourquoi il était là. Lui-même, il a dit qu'il était élu par effraction. Et voilà. Donc c'est quand même terrible, ça. Alors j'essaie de répondre parce qu'après les référendums se comprennent très bien. Vous avez un référendum sur une question qui peut être une question d'installation de territoire, qui peut être une question écologique sur des choix de projets, qui peut être par exemple sur... Moi je pensais parce qu'ils vont privatiser les barrages hydrauliques. J'ai les cheveux qui se restent sur la tête à cette seule idée. Bon bah ça c'est une question, on soumet un référendum, oui, non, allez vous faire voir quoi. Bon, vous avez... bon voilà, comment ça peut marcher. Et ça, vous avez un système qui peut permettre l'initiative citoyenne, qui enclenche les débats, qui permettent les révocations, et une structure qui s'appuie sur un réseau d'élus qui soit plus développé, avec de l'argent contenu, voilà, et qui soit plus contrôlable par ceux qui les ont élus. Moi, si j'avais écrit la Constitution de la 6e République, je dois vous avouer que, quand je vous dis ça, je ne fais pas de la nouveauté dans ma propre mémoire, j'ai dû écrire ça il y a longtemps. Mais c'est comme ça que je vois un monde nouveau, qui correspond à notre citoyenneté, à notre salariat. De la même façon, je vais vous surprendre, on parle des élus, les élus politiques, mais il y a les élus dans les entreprises. Dans les entreprises, le salariat avait, je parle au passé, avec ce qu'on appelait les institutions représentatives du personnel, c'est-à-dire les délégués du personnel, les comités d'entreprise, les comités d'hygiène, sécurité, conditions de travail, les délégués syndicaux, les mutualistes, les prud'hommes, la possibilité d'élire des représentants. Il y en avait, avant Macron et El Khomri, 425 000. Macron est en train, après l'application des ordonnances qui est en cours, d'en faire passer à moins de 200 000. C'est-à-dire que les salariés vont perdre 225 000, 250 000 représentants. Hein, je suis évidemment contre ça. Moi, je suis pour des CHSCT à partir des seuils de 20. Hein, je suis pour que les délégués du personnel, en Allemagne, tenez-vous bien, en Allemagne, c'est à partir de 5. En Allemagne, les comités d'administration, la moitié sont composés de salariés. En Allemagne, l'intérim est interdit dans le bâtiment. En Allemagne, il y a une règle qui dit que dans une entreprise de plus de 300, on ne peut pas avoir plus de 2,5% de précaires. Intérim, tout confondu. En Allemagne, à 35 degrés, le travail s'arrête parce que c'est mauvais pour la santé. Je vous montre ce qu'il y a dans le code du travail allemand qui n'est plus dans le code du travail français. Parce qu'El Khomri et Macron ont détruit ça. Moi, laissez-moi réécrire le code du travail français, je sais comment il faut faire. Je sais comment il faut faire et comment les gens aussi auront là la démocratie. Parce que la subordination n'implique pas la dictature. Voilà. Je ne propose pas de remettre en cause la subordination parce que c'est celle en échange de laquelle on négocie ses droits. On accepte de faire un certain boulot, on vous a consigné pour faire ce boulot, on vous paye pour faire ce boulot, c'est ça la subordination. Mais en échange, vous avez des droits. Je suis pour développer ces droits. C'est comme ça que je vois la future société, où dans les entreprises, les droits des salariés seront développés, et où dans les communes, partout, vous aurez ces élus, et je veux que la commune décide de son budget. Je ne veux pas que ça soit Macron qui la décide là-bas. Je veux que le département décide de son budget et que la région décide de son budget. Parce que là, maintenant, ils ont enlevé toute la sève pour que ça soit décidé d'en haut. Alors évidemment, il faut des parts de péréquation. Et ça, sur chaque région, département, commune, vous avez toujours une petite part qui est péréquation pour la commune d'à côté et la piscine qui est commune. Mais ça fait partie de la gestion ordinaire, démocratique d'un territoire. Et cette démocratie-là, elle va avec la représentativité et le contrôle. Et le contrôle, je dis, c'est une société de contrôle, c'est une société de participation, c'est une société d'émancipation. Voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Ma réponse est longue, mais c'est une question. Vous m'avez posé une question institutionnelle.